L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On dit, s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc, si l'école est le problème, elle est aussi la solution. Comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, la culture du débat est au cœur de l'éducation aux médias et à l'information, aussi appelée EMI, au service d'enjeux démocratiques et de développement de l'esprit critique. Mais peut-on encore débattre sans clash ? Comment aider les jeunes à s'informer et à informer en retour ? Comment aider les jeunes à prendre la parole, à argumenter, à écouter ? Dans cet épisode, nous plongerons dans les coulisses de la recherche en EMI pour comprendre comment elle s'empare de ces questions, ce qu'elle observe et ce qu'elle préconise. Car former à l'esprit critique, oui, mais comment concrètement ? Pour cela, nous retrouvons Amandine Carvela, maîtresse de conférences en information et communication au laboratoire Géricault de l'Université de Lille et enseignante à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site de Villeneuve-d'Ascq. Amandine travaille depuis de nombreuses années sur l'éducation aux médias et à l'information. Elle est aussi impliquée dans différents réseaux d'acteurs liés à l'EMI pour contribuer à son développement sur le territoire, comme EduMédia dans le Nord et Hémicycle à l'échelle des Hauts-de-France, aux côtés de professionnels de l'éducation, de la culture et du travail social et du journalisme. Bonjour Amandine. Bonjour Mylène. Pour commencer, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Comment l'EMI peut participer à une éducation au débat ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Un premier qu'on a pu aborder dans le premier épisode, c'est que, en fait, à travers l'EMI, on va vite, entre guillemets, glisser vers le débat. C'est-à-dire que quand on parle d'actualité en classe avec des élèves, et on en parle évidemment quand on va faire de l'EMI, puisqu'on va accompagner les élèves à mieux discriminer les différentes sources d'infos, savoir ce qu'est une ligne éditoriale, savoir comment se fabrique l'info, forcément, on travaille sur ce qui se passe. Donc, on travaille sur l'actualité. Et ce travail sur l'actualité, très vite, chez les élèves, il suscite l'envie d'en discuter. Et quand on étudie des dispositifs d'éducation aux médias, donc moi, c'est ce que je fais, en fait, on se retrouve dans des classes et on observe que le travail sur l'info va très souvent de pair avec le travail sur le débat. Et par ailleurs, c'est peut-être un deuxième angle, beaucoup de projets que moi j'observe sont des projets dits par le faire. En fait, on va faire fabriquer des formes médiatiques, donc des reportages, des articles, des podcasts, etc., aux élèves, et très souvent autour de l'info. Et forcément, on va se retrouver à devoir réfléchir avec les élèves à finalement, eux aussi, quel point de vue, quelle ligne éditoriale est-ce qu'ils ont envie de développer dans ces productions, ce qui peut être source aussi de débat. Et donc, par exemple, quand on observe des médias scolaires, on se retrouve assez vite à observer différentes formes, mais finalement de conférences de rédaction, où les élèves vont devoir aussi argumenter pour savoir est-ce qu'on va parler de ce sujet-là, est-ce qu'on va parler de ce sujet-là, quelle ligne directrice est-ce qu'on va tenir, qu'est-ce qui est un argument, qu'est-ce qui n'est pas un argument. Voilà, donc c'est vraiment quelques exemples, mais finalement, EMI et débat, c'est très très lié, et je pense que c'est aussi ce qui peut parfois inquiéter les enseignants et les enseignantes, parce que quand on fait de l'EMI, on se retrouve vite à parler donc de l'actu et à en débattre. Et l'actu, ça peut être assez brûlant. Je veux dire, en ce moment, on y est, mais c'est-à-dire que des enseignants qui vont devoir finalement accompagner des débats, soit sur la géopolitique, je veux dire, en ce moment, les débats sur le conflit israélo-palestinien, sur les États-Unis, sur la guerre en Ukraine, finalement, c'est le quotidien des collègues qui mènent, par exemple, des projets médias. Mais on peut aussi se retrouver sur des débats autour de politique publique, de valeurs, c'est-à-dire aborder la question des féminismes, aborder la question de l'immigration, aborder toutes ces questions vives. Et on observe aussi sur les terrains que c'est une difficulté pour les enseignants-enseignantes qui ont souvent peur, finalement, d'être obligés de sortir de leur neutralité de fonctionnaire, de se retrouver en difficulté parce que eux-mêmes se disent qu'ils ne maîtrisent pas complètement tous les tenants et les aboutissants d'un sujet. C'est pas forcément un problème,
mais pour autant, ça cause beaucoup d'inquiétude chez les enseignants et enseignantes. Alors peut-être pour te parler de la recherche que je mène actuellement. Il y en a plusieurs, mais donc celle-là, c'est donc une recherche dans une option média qui se développe donc dans un lycée du centre-ville de Lille. Et en fait, où des élèves sont amenés, alors idéalement, mais c'est un dispositif qui commence seulement à se mettre en place, en seconde, première terminale, à participer donc à une option média. Concrètement, ça leur fait 3 heures de cours en plus par semaine. Et c'est une option qui est très tournée, encore une fois, autour de la fabrique de formes médiatiques et aussi de l'analyse critique des médias. Voilà, pour le dire un peu vite. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir observer ce qui se passe dans ces séances et de pouvoir réaliser des entretiens avec les élèves et avec les enseignants et avec le personnel encadrant. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'en fait, vraiment, la pratique du débat qui, en fait, irrigue une large part de l'option, c'est... Alors, en recherche, je l'analyserai un peu différemment, mais en tout cas, pour le dire simplement, c'est ce qui plaît beaucoup aux élèves. C'est-à-dire que ils ont vraiment l'impression de pouvoir s'exprimer, d'en savoir plus sur le monde qui les entoure. Et vraiment, je pense que si on se demande pourquoi est-ce que en fait, ces élèves vont revenir, parce que finalement, chaque année, ils peuvent décider qu'ils ne continuent pas l'option, et pourquoi est-ce qu'ils ont envie de revenir, cette question du débat, des questions vives, et finalement d'une forme de citoyenneté en acte, elle est très forte. Et on a vraiment des élèves qui prennent énormément de plaisir en classe à échanger ou à écouter ce que leur disent leurs camarades et leurs enseignants, des points de vue divers avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord. Mais voilà, ça constitue vraiment, je pense, une source d'adhésion au projet de l'option qui est assez forte. S'exprimer, débattre, discuter, c'est une ligne très forte, je pense, de ce dispositif-là. C'est intéressant ce que tu soulèves avec les effets de ce dispositif sur les élèves impliqués qui se sentent acteurs, ils se sentent devenir acteurs en tout cas de la société et semblent bouleverser les rapports avec leur entourage, les professeurs, les enseignants, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, quand je te disais que ils apprécient beaucoup de prendre part comme ça au débat, en fait, ça sort de la classe. C'est-à-dire qu'à la fois, ils apprécient ce qu'ils jouent dans la classe, et y compris dans le rapport aux enseignants, où en fait, pour une fois, ils ne sont pas dans un rapport... alors, c'est un peu caricatural quand je le dis comme ça, mais dans un rapport très descendant, qui est quand même quelque chose d'assez classique, surtout au lycée, où en fait, il y a quand même un programme à réaliser, il y a des échéances, il va falloir réussir le bac, il va falloir faire les bons choix sur Parcoursup. Je pense que ça oriente quand même très largement ce qui se joue dans les classes, et donc un modèle assez traditionnel et assez descendant de transmission de compétences. Là, dans l'option média, ça se joue autrement. Les profs n'ont plus tout à fait la même place. Les profs accompagnent beaucoup plus. D'ailleurs, ça se voit même dans la répartition spatiale. Quand on observe cette classe, les profs, ils sont plus au même endroit. Alors, je dis pas qu'aucun prof ne fait ça par ailleurs, mais en tout cas, même dans la manière dont ils investissent l'espace, je trouve que ça participe de cet accompagnement. Et donc, les élèves se retrouvent, eux, à choisir beaucoup de choses, choisir les sujets qu'ils vont vouloir travailler, la manière dont ils vont le faire, avec, encore une fois, des enseignants qui accompagnent. Et ça, c'est assez singulier. En tout cas, les élèves le vivent comme une singularité. Ont l'impression d'être dans un espace qui n'est pas tout à fait le même que dans le reste de leur emploi du temps au lycée. Et par ailleurs, en fait, ce qu'ils vont travailler en classe média, ce qu'ils vont discuter, ça leur permet d'alimenter des conversations avec leurs parents, avec leurs proches. Et ça, moi, c'est revenu dans presque tous les entretiens. Et vraiment avec des prises de parole assez marquantes sur maintenant, j'ai l'impression de comprendre. Avant, des débats, l'actu, j'entendais, ok, mais maintenant, j'ai l'impression de comprendre et maintenant, je dis quelque chose. Voilà. Ou des élèves qui me disent, moi, maintenant, je discute avec mes parents. C'est-à-dire que quand on est à table, en fait, moi, sur l'actu, j'ai un truc à dire. Et en plus, ils m'écoutent. Et vraiment, ça, je trouve ça très intéressant. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas tant de dispositifs et ou
d'espaces ou de choses qu'on apprend à l'école qui permettent, en tout cas, à des élèves de se sentir, alors j'allais dire immédiatement, parce que je pense que tout ce qu'on apprend à l'école nous permet de participer à l'espace public, à la société, voilà. Mais je ne suis pas persuadée que les élèves aient immédiatement conscience que ça va leur permettre tout ça. Là, dans la classe média, ce qui est intéressant dans ces entretiens, c'est qu'on a des élèves qui sont dans cette option maintenant et qui ont l'impression que ça les aide aujourd'hui à prendre leur place. Voilà. C'est un résultat concret, direct. En tout cas, eux, c'est vraiment comme ça qu'ils le travaillent, qu'ils le vivent. Et je pense que ça fait aussi des choses aux enseignants. Alors, c'est un travail en cours, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le fait de regarder un peu l'EMI autrement. C'est qu'on va beaucoup on va beaucoup se demander ce que l'EMI fait au public de l'EMI. Moi, je trouve ça intéressant de regarder aussi ce que l'EMI fait aux praticiens et aux praticiennes de l'EMI. C'est-à-dire, vous êtes un enseignant, vous vous engagez dans une option média, mais en fait, qui est extrêmement chronophage. Et ça, il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que les praticiens, praticiennes, les enseignants, enseignantes qui sont engagés dans certains dispositifs de EMI, ça prend un temps absolument incroyable et bien plus large que ce pourquoi ils vont être rémunérés. Et ça, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Et donc, pourquoi est-ce que vous vous engagez dans ce genre de projet ? Bien, je pense que les enseignants, ils trouvent des choses qui alimentent et qui peut-être, à certains endroits, réenchantent leur pratique du métier, leur offrent des opportunités alors, c'est pareil, je ne sais pas le terme que j'aimerais trouver à la fin de cette recherche, mais de dépassement de l'ordinaire, de mise en œuvre d'autres pratiques pédagogiques, travaillées par le projet, travaillées par les pédagogies par le faire. Et je pense que c'est une source de satisfaction qui est quand même assez importante. Et ce que moi, je retrouve de projet en projet, c'est quand même que les profs qui s'engagent dans ces dispositifs, ils vont peut-être s'engager dans d'autres dispositifs. C'est-à-dire que c'est des profs qui manifestement apprécient de travailler avec les autres, apprécient de travailler en projet, apprécient de mettre en œuvre d'autres pédagogies. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement sur le long terme, de voir aussi ces enseignants, comment ça se passe. Qu'est-ce que ça leur apporte au-delà de ce dispositif-là, et comment aussi peut se jouer, alors là, pour être un peu moins positive, mais aussi des fois des formes d'épuisement, de porter à bout de bras ces dispositifs-là, qui encore une fois sont très chronophages. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Qu'est-ce que ça fait à ces enseignants par rapport au sens qu'ils mettent à leur métier ? Et moi, j'ai l'impression, parce qu'encore une fois, là, c'est une recherche qui débute, mais je pense à d'autres recherches, que ça redonne du sens au métier d'enseignant, parce qu'on peut l'exercer un petit peu différemment et peut-être de manière plus cohérente avec certains idéaux qui alimentent la pratique quotidienne du métier d'enseignant. Est-ce que tu peux justement nous dire quel dispositif tu as observé et ce que tu y as constaté ? Oui. Alors, j'en ai étudié plein maintenant, puisque du coup, voilà, tout ça s'accumule. Peut-être pour te parler de gros projets d'éducation aux médias et à l'information, parce que moi, je crois que c'est un peu ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai pu observer, par exemple, une autre classe média, qui là était une classe média et non pas une option média, très orientée autour d'une web radio. Voilà, donc un travail. Alors, la singularité de cette classe, c'était que les élèves ne la choisissaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves étaient mis dans cette classe, c'est mal dit, mais donc répartis dans cette classe. Voilà, et pas le choix. Donc, on n'est pas sur une sélection, entre guillemets, de bons élèves, forcément. On est sur des élèves qui se retrouvent là un peu par hasard. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'au début de l'année, une partie d'entre eux, franchement, avaient des têtes un peu dépitées et se disaient un peu « mais pourquoi est-ce qu'on me fait ça ?» Et en fin d'année, beaucoup d'entre eux se battaient pour être rédacteur ou rédactrice en chef. Je vais un peu vite, mais c'est quand même ce qu'on a pu observer avec mes collègues. Et vraiment, ce dispositif-là, moi, ce que j'en retiens, c'est un développement, moi j'aurais envie de dire un développement du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'on est sur un dispositif qui emmène
des élèves qui ne sont pas en situation de réussite scolaire vers des éléments de réussite, c'est-à-dire des éléments, quand on anime toute une émission radio en direct, avec parfois des parents dans la salle, qu'on l'a fait des fois de manière délocalisée, parce que c'est ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on sort des murs du collège pour aller interroger le maire, l'adjoint au maire, voilà, ou même quand simplement on va s'approprier le territoire en allant interroger le propriétaire d'un café, le boulanger, la boulangère, et ben mine de rien là, il y a quelque chose sur prendre sa place dans le territoire, dans la cité, dans le politique, être autorisé à poser des questions, se dire que sa voix compte quand on écrit quelque chose pour faire une chronique où on vous demande, parce que c'est un billet d'humeur, votre avis, d'un coup, votre avis est important. Enfin, des choses qui ont l'air d'être des petites choses, mais où, pour moi, on est vraiment dans des éléments qui développent le pouvoir d'agir et la citoyenneté en acte. Voilà. Et qui me semblent très importants. Et d'ailleurs, là, je vais citer un podcast qui s'appelle Ouvrir la voie de 2 collègues enseignants et enseignantes documentalistes qui revient sur l'expérience que ces 2 enseignants et enseignantes ont menée. Donc, elle s'appelle Kim Holland et lui s'appelle Mathieu Assement. Et on entend leurs élèves justement expliquer qu'est-ce que ça leur a fait d'être sur ce dispositif-là. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, mais peut-être pour résumer un peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait quand on donne la parole pour parler de soi, pour parler des autres. Et vraiment, il se joue des choses et qu'on peut observer par la recherche quand on va être dans l'immersion longue. C'est-à-dire que c'est des projets de recherche qui demandent du temps. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ce qui se passe au quotidien, sur les terrains, sur du temps long, pouvoir mener des entretiens avec tous les acteurs du dispositif, donc enseignants, enseignantes, praticiens, praticiennes, les élèves, les publics, analyser aussi dans quel type de financement se jouent aussi ces dispositifs-là pour tenir un peu tout ensemble. Et là, on a, je pense, des éléments intéressants. Et j'insiste un peu là-dessus parce que on se pose souvent la question de c'est quoi les effets de l'EMI ? Moi, je trouve que la question, souvent, c'est compliqué d'y répondre. Je ne suis pas sûre qu'elle soit très bien posée, mais aussi parce que on ne peut pas évaluer du avant-après sur des dispositifs parfois vraiment très courts. Moi, je suis un peu dubitative sur le fait qu'on puisse saisir toute la finesse et la richesse de ce qui se joue dans ces dispositifs si on ne prend pas le temps d'une recherche longue et elle aussi riche. Et justement, qu'est-ce que c'est du coup une recherche longue ? Ouais. Je me posais cette question-là. Quand tu dis sur un temps long, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de temps à peu près ? Ouais, et la recherche dont je te parlais là sur la classe média, nous c'est une recherche qu'on a menée sur une année scolaire. Donc j'étais avec ma collègue Béatrice Michaud, donc on s'est relayé dans l'observation, mais je pense qu'on a été, moi je te dirais bien pendant 6 mois d'observation en y allant très 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 régulièrement, plus à chaque fois, je pense qu'on fait une vingtaine d'entretiens. Et ça reste pour moi encore un peu frustrant. Parce que dans l'idéal, il faudrait... suivant les questions de recherche qu'on se pose, faudrait revenir et travailler sur plusieurs années. Là, on va retravailler avec une collègue, en fait, sur un dispositif, un dispositif média qui a été créé en dehors du temps scolaire. Et là, donc une collègue, Coralie Lekarov, qui avait été recrutée sur un postdoc de 10 mois, pendant 10 mois, elle est allée tous les mercredis à toutes les réunions qui se jouaient dans ce projet. Et elle a fait des entretiens avec les jeunes qui étaient impliqués dans le projet. Ça, c'était presque... En fait, c'est bien. Dans 2 ans, ça fera 10 ans. Et là, ça va être intéressant. Si on veut travailler les trajectoires de ces jeunes, de refaire une série d'entretiens. Et ces entretiens, ils seront intéressants parce que Coralie, elle a passé 1 an avec ces jeunes, elle les connaît, elle a pu discuter. Là, on fera des entretiens qui seront vraiment intéressants. Parfois, on fait un entretien, c'est compliqué méthodologiquement. Voilà. Moi, sur l'option média, je vais la suivre pendant 2 ans et j'espère, puisque moi aussi, maintenant, je m'intéresse aux trajectoires, regarder le lien, voir ce qui se passe. Et moi, idéalement, c'est une recherche que j'aimerais bien travailler pendant 5 ans. Donc, c'est un peu long. Voilà. Effectivement. Effectivement, voilà.
On perçoit bien avec ce que tu nous partages là, comment l'EMI interroge le rapport au savoir et aux autorités traditionnelles. Qu'est-ce qu'elles viennent bouleverser plus précisément et pourquoi? Ouais. Là, je te répondrai peut-être en 2 points. Dans la lignée de ce que je viens de dire, l'EMI, telle qu'elle se pratique, telle qu'elle se pratique parfois, mais pas toujours, mais on va dire à travers des pédagogies par le faire et des pédagogies plus horizontales. C'est-à-dire que quand je te disais que les profs sont plutôt dans l'accompagnement, ça renvoie à des postures pédagogiques. Et en fait, vraiment, on a finalement dans ces dispositifs, assez rarement, dans ce que j'observe, à des moments oui, hein, mais des enseignants qui sont dans une position uniquement de sachants, qui expliquent à leurs élèves ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'on est dans des choses beaucoup plus horizontales, où les enseignants et enseignantes font avec leurs élèves. Par exemple, quand on parlait des réseaux sociaux numériques, quand tu parles de ça avec les élèves, ils ont des choses à dire, ils ont des savoirs, ils ont des savoir-faire, ils ont des connaissances. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'ils savent tout faire, qu'en termes de compétences, c'est tout à fait OK, voilà, c'est pas vrai. Mais il y a des choses, des savoirs minuscules, des savoirs pratiques, voilà. Et en fait, on retrouve sur les terrains des enseignants qui vont vraiment chercher à faire ressortir ces savoirs, à les valoriser, à s'appuyer sur eux et à cheminer avec leurs élèves, parce qu'en fait, tout ça est très mouvant. C'est-à-dire que quand on commence à se dire, on va travailler sur des réseaux sociaux numériques, super, mais si vous êtes spécialiste de comment fonctionne Facebook, aujourd'hui, avec vos élèves, je ne vais pas dire que ça ne sert plus à rien, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent, et heureusement, mais il y a aussi des choses qui bougent. Et donc, quand les profs s'engagent dans l'EMI, ce qui est aussi une source d'inquiétude, c'est qu'ils disent « Oh là là, mais ça va bouger tout le temps, moi, comment je vais faire ?» Cette posture qui est « On chemine ensemble, je ne sais pas tout faire, et on va découvrir ensemble. » Voilà. Et ça, moi, vraiment, je l'observe, des profs qui disent à leurs élèves « On va faire une web radio. Moi, je sais un peu comment marche la technique, mais franchement, c'est pas dingue, quoi. Donc, mon collègue, il est un petit peu plus capé que moi, mais on va le faire ensemble. » Bon, ça demande quand même d'accepter cette posture-là. Peut-être de pas être tout de suite à l'aise, mais en tout cas d'avoir envie d'essayer. Ça, c'est un premier bouleversement qui est quand même très fort dans l'EMI, c'est-à-dire ce changement de posture pédagogique. L'autre élément, c'est en référence au bouleversement dans la manière de s'informer, c'est les grands changements liés à l'autorité et au rapport au savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des élèves, des jeunes qui ont à disposition tout un espace où ils vont pouvoir acquérir des savoirs, des connaissances. Bon. Et donc, en tant qu'enseignant, et là, moi, je pense aussi à moi, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui vous disent « Oui, mais madame, moi, j'ai regardé sur Internet, je ne suis pas sûre. » Ou « Vous croyez vraiment parce que j'ai regardé cette vidéo quand même ?» Voilà. Ça peut être un peu perturbant. Vous n'êtes plus les seuls détenteurs et détentrices du savoir et de l'autorité. C'est la même chose pour les journalistes, c'est la même chose pour les médecins. Voilà. Bon. Alors, évidemment qu'il y a la question des fausses infos. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui peuvent aller chercher des choses tout à fait pertinentes dont vous n'avez pas forcément connaissance à un moment donné. Et ça, c'est déstabilisant. Et c'est d'autant plus déstabilisant si vous pensez votre approche pédagogique uniquement dans quelque chose de très descendant et de très surplombant. Donc, c'est pour ça que d'un côté, l'EMI, entre guillemets, ça aide. C'est-à-dire que si déjà on s'est engagé dans un rapport plus horizontal, voilà, on va être moins déstabilisé par certaines remarques et la redistribution des autorités, pour le dire un petit peu vite. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai accompagnement à faire pour permettre aux élèves de distinguer ce qui relève de savoir scientifique, d'informations journalistiques, voilà. Mais c'est vrai que tout ça peut être un peu déstabilisant pour les enseignants qui s'engagent en EMI. Je pense que ça peut aussi être une source de satisfaction très importante parce que, mine de rien, ce nouveau rapport au savoir, il est aussi très impliquant pour les élèves. Parce que eux aussi, ça leur offre une autre place. Et quand vous êtes un adolescent, je pense que c'est aussi important de ne pas être uniquement perçu comme un enfant à qui on va apprendre des choses, mais être perçu un peu autrement. Et d'être acteur. Parce que, voilà. Et dans tous ces dispositifs, vous avez une liberté qui est laissée aux élèves
qui est très importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est eux qui font. Et ça, c'est très responsabilisant aussi. Et vraiment, moi, pour le coup, dans tous les dispositifs dont je t'ai parlé, on le voit. C'est-à-dire qu'on le voit et on voit que c'est important. Alors moi, je le vois dans les entretiens, parce qu'en fait, ils me le disent, et je le vois. C'est-à-dire qu'on observe des élèves qui se rappellent à l'ordre entre eux. Attention, là, on a une émission. Est-ce que ton truc est bien prêt ? Oui, oui, mon truc est bien prêt. Attention, là, des élèves qui viennent... moi, j'ai vu des élèves venir au CDI entre midi et 2. Des élèves qui ne sont pas des bons élèves, qui ont un rapport à l'écrit qui peut être compliqué, qui viennent pour dire « Mais monsieur, là, voilà, est-ce que mon texte, est-ce qu'on peut le retravailler ? Parce que, voilà, moi, je... » Voilà, et qui viennent 8 fois au CDI. Enfin, donc, il y a quand même quelque chose qui est assez fort dans ces projets-là. Que pourrait-on retenir de ces recherches sur l'EMI pour venir nourrir les pratiques éducatives selon toi ? Alors, je pense que justement là, il se joue des choses autour de la pédagogie de projet, autour de la place laissée aux élèves, autour des pédagogies par le faire, alors, donc c'est un avis, mais qui, je pense, peuvent être utiles et peuvent irriguer le reste des pratiques pédagogiques. Et je suis en train de penser à un exemple que me donnait l'une des enseignantes que j'observe en ce moment. Elle m'expliquait qu'elle avait donc elle est enseignante de français, elle avait une stagiaire qui vient et donc qui observe ce qu'elle fait, donc en français et dans cette option. Et cette stagiaire lui dit « Oh, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire », en regardant l'option, en lui disant « Moi, c'est comme ça que je vais enseigner ». Alors, je ne suis pas sûre que ce soit possible et souhaitable de tout faire sur ce mode-là, mais pour autant, il y a certainement quelque chose à élargir à partir de ces espaces qui sont des espaces de projet, qui sont des espaces un peu marginaux, dans le reste des pratiques professionnelles ordinaires. Par ailleurs, je pense que quelque chose qui... alors là, c'est plus une réponse que je te ferai sur les postures aussi, c'est-à-dire que moi, je trouve, plus je travaille sur les enseignants, qu'en fait, ce qui se joue dans les classes ne se voit pas en dehors des classes. C'est-à-dire que, typiquement, sur l'éducation aux médias, je vais le dire très vite, on voit beaucoup le travail des journalistes, on voit beaucoup ce qu'ils font, y compris parce qu'ils se médiatisent un peu eux-mêmes, ce qui est logique, voilà, une forme de cohérence. Mais moi, je vois des projets que personne ne connaît en EMI, qui sont extrêmement pensés d'un point de vue pédagogique, qui sont des projets pluridisciplinaires, menés en collaboration entre enseignants, enfin vraiment des choses que moi, je trouve assez impressionnantes et qui ne se voient pas. Et donc, d'une manière un peu plus générale, moi, je trouve que ce que nous apprennent aussi ces recherches en EMI, c'est aussi à voir ce qui se passe au sein de l'éducation nationale et le voir en dehors, et peut-être savoir en parler, en dehors de l'éducation nationale. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'un dispositif comme ce qu'on est en train de faire est intéressant, si ça arrive à dépasser les limites de notre champ, parce que... voilà, à un moment donné, moi j'en parle beaucoup avec ma collègue Anne Cordier qui travaille beaucoup sur l'EMI. Nous, nos recherches, que ça produit aussi chez nous, c'est qu'on en a marre du prof bashing ou de l'éducation nationale bashing, parce que des fois, on a un peu envie de dire, voilà, juste regarder, et après, on rediscute de ce qui se fait dans l'éducation nationale. Donc, je réponds peut-être un petit peu à côté, mais j'avais envie de le dire parce que c'est vraiment nourri par des observations de terrain qui permettent de voir aussi toute la richesse et les pédagogies développées et les projets menés avec les élèves. Et ça, voilà, je pense qu'on pourrait et on devrait peut-être le donner à voir un petit peu plus. Et donc, dernière question, quelles sont tes perspectives de recherche ? Alors, moi, j'ai plusieurs perspectives de recherche, pardon. Alors, le premier, c'est travailler sur l'évaluation de ces dispositifs. Et ça, c'est à la fois compliqué, mais du coup, j'ai bien envie de le faire, parce que, je te le disais, on nous demande tout le temps quels sont les effets de ces dispositifs. Et la question, elle est souvent posée de manière un peu instrumentale, c'est-à-dire un peu un avant-après. Voilà, genre, on a fait 3 séances de EMI, qu'est-ce qu'on a gagné en termes de points d'esprit critique ? Bon, voilà. Et pour autant, c'est-à-dire que cette question-là, je la trouve souvent mal posée. Souvent, je trouve qu'on ne peut pas y répondre dans la manière dont elle est formulée, mais la question de l'évaluation des dispositifs, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire qu'à la fois en termes de politique publique, à la fois en termes de pratique pédagogique,
cette question, elle est légitime. Donc moi, travailler à produire des indicateurs, produire des manières d'évaluer qui soient un peu différentes, qui se jouent aussi sur le temps long, qui permettent d'avoir une vision large de ce qui se joue dans le MI, ça m'intéresse. Mais c'est compliqué parce que, quand je te disais tout à l'heure, on voit des choses. Moi, par exemple, ce que je vois dans les dispositifs de MI, c'est la joie. Moi, la joie, j'ai pas encore bien trouvé comment écrire dans un article de recherche sans avoir l'air trop farfelu, qu'il y a de la joie. Et la grille d'évaluation avec plus 30% de joie. Voilà, donc, comme tu peux le constater, c'est dur à évaluer et ça, voilà, j'aimerais bien y travailler. Et pareil, la question des trajectoires, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être passé dans ces dispositifs pour les publics, pour les praticiennes, pardon. Et je te disais tout à l'heure les profs. Et moi, j'aimerais bien, parce que j'ai travaillé là-dessus il y a quelques années, savoir aussi qu'est-ce que ça fait aux journalistes qui passent par ces dispositifs. Parce qu'on l'étudie beaucoup sur, encore une fois, qu'est-ce que c'est censé faire aux élèves, au public. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait aux journalistes d'être immergés dans des classes, d'être immergés dans des territoires que peut-être ils ne connaissent pas, de découvrir, des fois sur le long terme, d'autres réalités sociales. Est-ce que ça joue sur leur travail journalistique ? Est-ce que ça joue sur les sujets qu'ils traitent, sur le regard qu'ils ont sur le monde ? Est-ce qu'ils s'impliquent durablement dans l'EMI ? Ça m'intéresse. Et un dernier projet dont je peux te parler, qui est de la recherche-action, c'est qu'une des conclusions de tous ces projets de recherche là, qu'on mène avec mes collègues depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'il y a un souci de formation. C'est-à-dire que, en fait, à part les profs doc, et à part des choses qui se développent ponctuellement, moi j'ai la chance de pouvoir intervenir à différents endroits à l'INSPE sur ces sujets-là. Donc c'est déjà très bien, mais il manque certainement une formation un peu plus solide pour que, pour le coup, les enseignants ou des professionnels du travail social, de l'animation, des bibliothèques se sentent plus outillés, plus solides pour s'engager dans vraiment des projets de MI au long cours. Et donc, on a, moi j'ai cette chance-là qu'un projet de diplôme universitaire, donc un diplôme universitaire qui s'appelle Hémisphère, ait été accepté par l'INSPE et par l'Université de Lille. Et donc, en janvier 2026, on ouvre un DU. Donc ce DU Hémisphère, on espère avoir beaucoup de publics inscrits. Et pourquoi est-ce que je fais le lien avec la recherche aussi ? Parce que nous, c'est aussi un espace qu'on a pensé comme un espace qui permettra de faire le lien entre les terrains et la recherche, et de continuer ces échanges qui sont des échanges vraiment très féconds. Je pense que tu l'as entendu, moi, je considère pas que la recherche vient illuminer les terrains. Je considère que vraiment sur l'EMI, on a à faire ensemble et à réfléchir ensemble à nos différents endroits. Et j'espère bien que ce DU, qui est très axé justement faire, pédagogie par le faire et pédagogie, il permettra de renforcer encore ce qu'on essaye de mettre en place au niveau du territoire, de ces échanges pour sortir l'EMI de une vision parfois instrumentale, parfois un peu stéréotypée. Et dans le Nord, je pense qu'on a cette chance-là d'avoir beaucoup d'acteurs, et je pense à mes collègues du Clémy quand je dis ça, qui sont très engagés dans l'envie de faire une EMI très ouverte, large, et qui permettent de développer beaucoup de richesses pour les publics et les enseignants, enseignantes, praticiens, praticiennes qui la déploient. Merci beaucoup Amandine. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources évoquées pour aller plus loin sur le site internet de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France, rubrique Recherche. À bientôt.